OK. Avant de commencer la deuxième présentation, je voulais savoir si vous avez des préoccupations pour la première présentation qui est passée concernant l'utilité ou l'importance des satellites dans l'analyse du couvert végétal. S'il y a des questions, vraiment qu'on me passe de façon générale. Des préoccupations, des questions pour quelque chose, une compréhension pour quelque chose, où on y va maintenant. Sinon, on va continuer avec le sujet suivant. Tout a été clair pour vous? Madame, Appuie. moi, bon, je ne sais pas, mais je voulais savoir. Oui. Lorsqu'on parle comment on appelle, les hommes que vous avez donnés par rapport aux feux de brousse, là, comment déterminer comment on appelle, les fréquences l'Afrique de l'Ouest, les fréquences des feux de brousse sur l'Afrique de l'Ouest, sur les parcelles en Afrique de l'Ouest, pardon. Voilà. Je veux dire que c'est une préoccupation. Derrière les types de capteurs, là, est-ce que la qualité des images là pourrait pas influencer aussi lorsqu'on parle on parle des capteurs multispectraux ou bien hyperspectraux là. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que pour faire ce travail là, est-ce qu'on a besoin forcément, parce que quand on parle de capteurs hyperspectrales là, ce sont eux qui ont plus qui prennent en compte une grande longueur d'onde. Maintenant, ceux qui sont multi, là, c'est moins que hyper. Donc, je veux savoir, est-ce que pour ces genres de travaux-là, on exige vraiment ces types de capteurs-là? Qui peut répondre à sa question que je vais poser? Elle demande, pour les capteurs, par exemple, l'analyse de la fréquence saisonnière, par exemple, des feux de brousse en Afrique de l'Ouest, dont l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, entre les capteurs hyperspectrales et puis les capteurs multispectrales, lesquels des capteurs faut-il utiliser? C'est ça ta question? Oui, madame. J'ai dit, bon, je veux savoir si les deux peuvent être utilisés. Comme on appelle, il y a un qui pourrait être utilisé. Bon, les deux peuvent être utilisés. Les deux peuvent être utilisés. Mais est-ce qu'ils vont nous donner vraiment la précision avec les résultats qui vont avec? D'abord, par rapport à ta question, en attendant que les autres réfléchissent, donne-moi un exemple de capteur hyperspectral, par exemple, que tu peux utiliser. Et puis un exemple de capteur multispectral que tu peux utiliser. Madame, je n'en connais pas. Je n'en connais pas le nom en tant que tel. Mais j'ai juste les caractéristiques d'un capteur hyperspectral qui peut nous permettre de déterminer les absorptions. C'est-à-dire quand la lumière du soleil frappe le sol, à partir des capteurs hyperspectrales, on peut déterminer la quantité de lumière absorbée par le sol en question. Oui. Et multi? Madame dit. Et multi? Multispectral, eux, ils sont plus pour les réflectances. Ils sont plus pour les réflectances. Oui. Oui. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont vers les capteurs hyperspectrales parce qu'ils disent que les capteurs multispectrales ne sont pas vraiment, ils ont des limites en fait. Donc, moi, je veux dire particulièrement au feu de brousse là. Est-ce qu'il faut utiliser les capteurs hyper ou multi? En attendant qu'Abou donne, oui, tu as quelque chose à dire? Capteur multispectral. Ça donne plus, ça donne une bonne résolution. Oui, une bonne résolution, oui. Donc, moi, c'est ça que tu allais utiliser dans l'étude. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher en détail. Certaines. C'est juste les saisonnalités. Oui. Effectivement. Pour chercher, en fait, quand on vous donne les sujets, faites beaucoup attention.
L'utilisation des capteurs dépend de ce que ton sujet te demande et de l'objectif que tu te fixes dans ton sujet. C'est pourquoi quand on vous donne un sujet, on vous demande quel est l'objectif principal et puis quels sont les objectifs secondaires. Vous me suivez? Madame. Dans un Oui, premier madame. c'est pour savoir la fréquence des feux de brousse en Afrique de l'Ouest. Pour connaître la fréquence des feux de brousse en Afrique de l'Ouest, tu n'as pas besoin de prendre les capteurs hyper. Parce que tout à l'heure, par rapport à l'exemple, c'est pourquoi je te demandais, capteur hyperspectral, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les caractéristiques? Par rapport aux caractéristiques que tu as données, tu n'as pas besoin de ça. En fait, la fréquence des feux de brousse, c'est pour savoir quand nous avons l'année, quels sont les mois dans lesquels nous avons les feux de brousse? Quels sont les mois où les feux de brousse sont moins? Et puis, quels sont les mois où il n'y a pas du tout de feux de brousse? Et pourquoi? D'accord, madame. Donc, pour cela, vous avez besoin juste d'un capteur multispectral. Ça, vous pouvez utiliser peut-être MODIS. Ça dépend de la superficie MODIS ou bien Landsat, ça dépend si c'est peut-être une certaine zone de l'Afrique de l'Ouest. Vous pouvez utiliser Landsat et puis bien d'autres satellites. Mais ça va vous permettre de voir la fréquence saisonnière des feux de brousse. Ça vous permet de savoir de quel mois à quel mois on a des feux de brousse de façon générale, c'est-à-dire qu'on appelle ça, une fréquence de façon générale. Voilà, de façon générale, une fréquence. De quel mois à quel mois nous avons comme on appelle ça, la fréquence des feux de brousse. Ça se passe dans quel mois? De quel mois à tel mois, peut-être cette fréquence est moindre. Et si elle est moindre, elle est due à quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a moins de feux de brousse? Et de tel mois à tel mois, il n'y a pas du tout de feu de brousse. Et pourquoi? Il n'y a pas de feu de brousse. D'accord, d'accord. Maintenant, si tu connais, par exemple, l'humidité du sol, ou bien connais certaines caractéristiques importantes à nous, après le passage des feux de brousse, comment se comporte le sol? Parce qu'il est important de savoir, il y a des études qui cherchent à savoir, par exemple, après le passage des feux de brousse, est-ce que le sol n'est pas dégradé? Est-ce que le sol est dégradé? Est-ce que les micro-organismes qui sont dans le sol sont-ils atteints? Ou bien ces micro-organismes, par contre, sont favorables pour la végétation? Et ça dépend de l'intensité du feu de brousse qui est passé. Parce qu'il y a des feux de brousse qui passent de façon rapide. Par contre, il y a des feux de brousse qui consument et en profondeur. Et donc, il est important dans le premier temps de savoir les micro-organismes qui sont dans ce sol-là. À quel niveau ils sont? Est-ce qu'ils sont à la surface du sol ou bien ils sont à une certaine profondeur du sol? S'ils sont à une certaine profondeur du sol, le feu qui doit passer, quel genre de feu doit-il être pour ne pas détruire ces micro-organismes qui sont importants pour le sol? Vous me suivez? Pour la végétation. D'accord, voilà. D'accord. Si c'est des feux qui vont consumer lentement et puissamment, dans ce cas, l'étude que vous allez faire, ça va vous permettre de détecter quel type de feu qui serait peut-être favorable pour ce type de sol et favorable pour la végétation, pour ne pas que les micro-organismes meurent. Dans ce sens, ça fait détaillé. Donc, pour l'étude détaillée, vous avez besoin des informations beaucoup plus détaillées. Vous me comprenez? Donc, dans ce cas, ça ne fait pas partie des phénomènes d'évolution que vous voulez voir. Il ne s'agit plus d'un phénomène d'évolution, mais des caractéristiques. Après le passage de madame. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Oui, madame, ça va. Donc, si ça va, on y va pour la présentation. L'enregistrement, comment c'est? On est dans l'enregistrement? Vas-y, je ne me... Oui. J'ai lancé l'enregistrement? Oui, madame, j'ai lancé l'enregistrement. Ok, merci, parce que à force d'expliquer, je ne peux plus. D'accord, donc on y va. Mademoiselle Lydie, vous avez travaillé sur la cartographie végétale et écologique voilà. Les formations végétales rencontrées en Côte d'Ivoire. Donc, vous avez 15 minutes pour nous donner l'essentiel de votre travail. On vous écoute. Merci, madame la présidente du jury, de m'avoir donné la parole. Pourquoi Karine Thierry? Bonjour, madame. C'est une évaluation, non? C'est normal qu'elle dit la présidente du jury. Donc, allons-y, Lydie. D'accord. Bonjour, madame la présidente du jury. Bonjour. Cher promotionnel, bonjour. Je vous expose aujourd'hui les formations. Je vous expose aujourd'hui les formations végétales rencontrées en Côte d'Ivoire. Notre travail s'articulera sur 4 points que sont l'introduction, d'abord, la subdivision de la Côte d'Ivoire, le
domaine guinéen, le domaine sudanais et la conclusion. Prenons pour exemple le cours de Dr Yao. Nous avons une pensée du professeur Ake Assi-Laurent interpellant les autorités ivoiriennes en disant que nous avons perdu 42 espèces de plantes qu'on ne trouve plus dans la nature. En ce qui concerne l'introduction, nous pouvons dire en définition qu'en botanique, madame, excusez, les trucs de ligne là ferment l'écran. Donc, j'arrive pas. Donc, on réduisait. Essayez de réduire les trucs de ligne, c'est-à-dire les présentations que vous faites là. Donc, de réduire. Oui, madame. C'est bon, c'est bon. Oui, madame. Donc, en introduction, nous pouvons dire que nous pouvons donner comme exemple d'une formation végétale désigne une classification d'espèces végétales caractérisées par un aspect particulier qui à son tour détermine un paysage caractéristique. En Côte d'Ivoire, il existe deux grands types de végétation, les savanes et les forêts. Les formations végétales de savane au nord couvrent environ 200 000 km² et les forêts denses occupent environ 110 000 km² de la superficie totale du pays. Ces chiffres ont baissé sous l'influence anthropique à travers son usage abusif et une mauvaise gestion des ressources. En premier point, nous avons la subdivision de la Côte d'Ivoire. Selon Schnell, la Côte d'Ivoire est subdivisée en domaines et secteurs. Ce sont le domaine guinéen composé du secteur ambrophile, du secteur mésophile, du secteur littoral et du secteur montagnard. Le domaine soudanais composé du secteur sud-sudanais et du secteur soudanais. Nous avons la carte de la Côte d'Ivoire dont la légende montre les différents domaines que nous avons énumérés. Au niveau du domaine guinéen, nous disons que dans le domaine guinéen, le climat est de forêts denses humides. On a 4 secteurs. On a le secteur ambrophile qui a un climat principalement de forêts denses humides sépinvirettes. Et on a le secteur mésophile qui a un climat principalement de forêts denses humides semi-décidues. Ces deux caractéristiques ont été déterminées en fonction de la latitude. Maintenant, en fonction de la proximité de la mer et de la nature des sols, on a le secteur littoral qui n'a pas de climat dominant, mais un ensemble de climats édaphiques. Ça veut dire que la zone est un peu diversifiée. Et selon l'altitude, nous avons le secteur montagnard qui a un climat principal de forêt dense montagne. En ce qui concerne le secteur ambrophile, nous dirons que le climat dominant est la forme sépinvirente de la forêt dense humide, pas de défoliaison. À ce niveau, on peut dire que lorsque nous sommes dans une forêt sépinvirente, ce n'est pas que les arbres ne perdent pas les feuilles, mais la reconstitution est rapide. Donc, à peine si on se rendait compte que les feuilles disparaissaient. Donc, la forêt est toujours dense. On a 5 types de forêts sépinvirettes en fonction de la différence floristique. Ici, nous avons le tableau qui montre les différents types de forêts sépinvirettes en fonction de la différence floristique. Ici, l'accent a été mis sur la pluralité d'espèces qu'on trouve dans la zone. Donc, on a des types de Erima, Mospata, Macrocapa. Voilà. Dans ce type de forêt, ce sont ces espèces qu'on trouve.
On a les types de forêts Diascopiros SPP, c'est-à-dire à spécifier. On a les types de forêts Tariama utilisées. On a les types de forêts Dans le micro. Et puis, on a les types de forêts plus africanus. Donc, on a la capacité de rétention en eau, c'est-à-dire les différentes caractéristiques du sol. On a la pluviosité annuelle, c'est-à-dire dans ce type de forêt, comment l'intensité de pluie que cette zone-là reçoit. Et puis, on a le nombre de mois consécutifs déficitaires en eau. On se rend compte que pour le premier type de forêt, il y a moins de... Ton micro crache, Lydie. Le nombre de mois. Voilà. D'accord. Madame, ça va mieux? Oui, ça va mieux. La pluviométrie est élevée. On a le secteur mésophile, dont la caractéristique est de la forme humide semi-décidue. Ici, on peut dire qu'il y a de lorsque Micro ça Lydie, ton micro crache. Il y a un moment où on se rend compte que la forêt perd des feuilles. Parce que je ne peux pas m'asseoir au bureau là-bas. Madame, c'est bon? Oui, c'est bon. Je vais continuer. Bon. Donc, pour le secteur mésophile, on a une dominance qui est sous la forme humide semi-décidue. Ici, on dirait que les feuilles momentanément d'une partie des grands arbres. C'est-à-dire, bon, les feuilles, lorsqu'il y a perte de feuilles, à un moment de l'année, on se rend compte qu'il y a perte de feuilles, contrairement dans la forêt ambrophile, où à peine aussi on se rendait compte parce que la reconstitution est rapide. Et dans cette forêt, on a moins de lianes, contrairement à l'autre forêt. On a les palmiers rotins qui sont absents. Et puis, on a les graminées et les acantacées qui sont plus abondantes. Donc, ça sont des genres d'espèces qui sont, des familles d'espèces qui sont vraiment abondantes lorsqu'on parle de la forêt humide semi-décidue. Les différents types de forêts semi-décidues sont: on a la forêt accessite SPP, c'est-à-dire à spécifier, c'est une espèce qui sont les variantes du Caia invoresis. Et on a les forêts à Ombrevilia ketisgi, qui sont une variante du Caia grandifoliola. Toujours dans le secteur mésophile, on a différentes strates aussi qui ont été déterminées. On a une strate arborescente qui est très sporadique, le plus souvent absente, constituée par quelques mésophanérophytes isolés. On a une strate abusive également insignifiante qui est composée de quelques microphanérophytes. On a une strate herbacée supérieure, le plus important, haut de 2, la hauteur est de 2 à 3 mètres, dominée par les zèbres à éléphants. Bon, on veut dire que ce sont des zèbres qui ne sont pas vraiment grands. On appelle ça souvent une végétation herbacée. Voilà, ils ont dit à éléphant parce que très souvent, c'est au niveau de la taille de l'éléphant, dont l'éléphant peut se nourrir facilement. Et puis, on a les strates herbacées inférieures d'environ 1 mètre de haut qui comportent essentiellement les Imperata cylindrica. Parties graminées se développent abondamment après le passage des feux de brousse. On a le secteur littoral. Dans cette zone, au niveau de la Côte d'Ivoire, cette zone n'excède pas
7 à 8 kilomètres, le Condor Lagunaire où elle est la côtière, la zone lanaire. On veut dire que c'est là-bas qu'il y a la zone littorale. Et pour mieux identifier ces espèces qu'il y a dans cette zone, l'étude a été faite sur 7 à 8 kilomètres. Il y a une grande complexité dans les groupements végétaux. À ce niveau, on veut dire qu'on peut retrouver toutes sortes d'espèces dans cette zone, mais qui sont vraiment difficiles à déterminer. Dans ce tableau, il y a certains qui ont été énumérés. Dans ce tableau, voilà, il y a certains qui ont été énumérés, mais qui ont été plus déterminés en fonction du sol. On a déjà dit qu'il y a un type de forêt qui est, qui est la forêt littorale, mais au niveau des sols hydromorphes à glaise, c'est la dernière colonne, salée et soumis à l'action des marées. On peut trouver les espèces comme les Acrocytum aurum, les prairies à Papallum vaginatum. Voilà. Maintenant, au niveau pour les différents autres types de sols, ça n'a pas été vraiment déterminé puisque l'étude a été complexe. Donc, ça n'a pas été vraiment spécifié. Dans le secteur montagnard, on peut, là-bas, on a des latitudes de 1000 mètres on a des lignes attitudinales de 1000 mètres. Madame dit. Ton micro s'entrecoupe. Faut bien te mettre dans la position. Madame, ça va? Oui, ça va mieux. Donc, au niveau du secteur montagnard, on a ces différentes caractéristiques. Et il s'agit de la ligne attitudinale qui est de 1000 mètres. On veut parler des montagnes qui s'y trouvent. On a la température qui est basse. On a l'indice de pluviométrie qui est élevé. On a l'humidité qui est élevée. Ces différentes caractéristiques ont été déterminées parce que c'est à partir de ces conditions climatiques que les espèces se développent. Donc, pour ces parties aussi, il y a des espèces qui ont été déterminées en fonction du sol. On a un type de sol qui est suralitique, fortement désaturé. On a un climat qui est une forêt à Piranari, là. Et puis, on a un groupe abusif qui est de bourse Arugana, Madagascar, et ainsi. Ce sont différentes espèces qu'on trouve dans cette zone. Bon, on veut faire une certaine comparaison entre les zones qui ont été déjà déterminées un peu plus haut. Donc, à ce niveau, elles diffèrent peu de celles des îlots forestiers ou des zones préforestières, des savanes guinéennes. Pardon, j'ai pas vu en haut. Nous passons maintenant au domaine sudanais. Voilà. Elle diffère peu de celle des îlots forestiers de la zone préforestière de savane guinéenne, surtout lorsque ces îlots sont proches du 8e parallèle. Bon, à ce niveau, on veut parler en quelque sorte de la zone savane. À partir de Yamtoumodi en allant vers Bouaké. Ils sont caractérisés par 3 strates. On a une strate arborescente haut à grands arbres dont les cimes sont plus ou moins isolées, pouvant atteindre 30 mètres de haut. On a les différentes espèces qu'on peut y trouver comme le Ceiba pentandra, on a Onogenus lycapus, etc. On a une strate arborescente moyenne avec des arbres de 8 à 15 mètres, assez plus ou moins jointifs, de composition floristique très variable, comportant quelques arbres et de forêts claires typiques en mélange avec quelques autres des forêts denses comme Staculia tractacanta.
Ça aussi, ce sont les différentes espèces qu'on peut trouver dans la zone de strate arborescente. Maintenant, on a des sous-bois clairs, pratiquement dépourvus de graminées savanicoles caractérisés par des phytes de genre Onchoman et Mantus Stylochiton. Maintenant, le tableau suivant montre les différentes savanes sèches on veut dire les climats à savane sèche. Voilà. On a On ne t'entend plus. Hein? Lydie, on ne t'entend plus. Lydie? Lydie, ton micro. Lydie, ton micro, s'il te plaît. Oui, on ne t'entendait plus. Mon micro est là. Pardon. Où est là? S'il te plaît, voilà. Oui, allons-y. On n'a plus l'écran, hein? Le partage. Ça va? Lydie, tu nous suis? On était... Oui, madame, je suis là. Oui, madame, c'est bon. On a déjà fait cette partie. On était... au niveau du tableau. PowerPoint, oui, on est... D'accord. Bon, je voulais revenir un peu dessus. D'accord, OK. Donc, voilà. Donc, je disais que dans la zone de savane, qui est dans la zone de Tumodi, Yamsoko, en allant jusqu'à Abouaké, on a les climats savane sèche à panicum famitoïdes. Et à ce niveau, ces genres d'espèces poussent sur des sols ferralitiques moyennement désaturés, bien drainés. Et on a d'autres types de climats qui ont été énumérés un peu plus bas avec les différents sols et le domaine également. Bon, le domaine qui était déjà, le domaine dont on parle actuellement, qui est le domaine sudanais. En conclusion, nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire dispose d'un sous-sol au potentiel impressionnant, c'est-à-dire diversifié, d'un climat et d'un sol varié. Ce sont ces atouts qui lui permettent d'avoir une diversité végétale. Cependant, l'action de l'homme provoque un appauvrissement de la flore originelle et à un amoindrissement de la fertilité des sols. Cela est dû à la croissance démographique qui entraîne une importante dégradation de la végétation. Pourtant, il est possible d'inverser cette situation à travers la contribution de l'homme dans la fertilité de la terre. On a l'exemple de la station RCT de Boaké où la culture est améliorer le sol. Nous avons ici la référence bibliographique, c'est-à-dire les articles qui ont été consultés pour effectuer ce travail. Merci de votre aimable attention. OK. Merci beaucoup, Lydie, pour ta présentation. Maintenant, nous allons passer à la séance des questions. Des questions, vous en avez? Je vous écoute. Vous avez des questions? Lydie attend des questions. Questions? Ou bien vous réfléchissez encore?
Ok, Lydie, moi, j'ai quelques questions. D'accord, madame. Voilà. Je voudrais que, en plus des caractéristiques des différents types de végétation rencontrés en Côte d'Ivoire que vous avez donné, je voulais savoir, par exemple, quand on prend une forêt ombrophile, combien de strates peut-on rencontrer dans cette forêt? D'abord, qu'est-ce qu'une strate? Et puis, combien de strates peut-on rencontrer dans cette forêt ombrophile? Une forêt ombrophile. D'accord, madame. Merci pour votre question. Oui. Attendez, Lydia, avant de répondre, je vais faire une pause pour reprendre l'enregistrement pour ne pas que... D'accord, madame.